Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin, spécialiste dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille, en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur Internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission au travers de ce projet, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Pour ce faire, je vous partage tous les mercredis un nouvel épisode pour ce podcast dans La Niche. J'interviewe des professionnels du monde canin qui viennent parler de leur sujet de prédilection dans la série Interview. Je donne le micro à mes clients qui viennent raconter leur vécu, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées dans la série Témoignages. Je vous partage à mon tour mon retour d'expérience sur l'éducation de mes chiens dans la série Dans la Niche et je vous invite à déconstruire les idées reçues sur l'éducation du chiot dans la série Mythe ou Réalité. Avant de lancer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre rapide podcast préféré. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi soutenir financièrement ce projet sur Tipeee si vous le souhaitez. Sachez que vos contributions assurent la pérennité de mon travail et m'aident à le faire connaître au plus grand nombre. Et pour ça, je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Émilie Germain. Émilie est comportementaliste canin et spécialiste du chien de travail en montagne. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Java et son expérience à divers égards de l'utilisation de la montagne avec un chien. Des différents types de chiens de travail à leur utilité aujourd'hui, en passant par les répercussions sur leur vie citadine et quelques conseils pour se promener en montagne en toute sécurité, vous saurez tout ou presque de ce passionnant sujet. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Émilie. Et bah, on est parti ? Bonjour Émilie. Allez, c'est parti. Salut Claire, merci pour l'invitation. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, ça va, merci beaucoup. Et ben merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Enfin, je crois que tu t'es un peu proposée pour cet épisode, il me semble, mais c'était d'un commun accord, c'était très cool. Donc, je suis très contente de t'accueillir au micro de La Niche pour un épisode un peu particulier qui rentre vraiment dans le recentrage du sujet du podcast qui est l'intégration du chien dans notre société, puisqu'aujourd'hui, on va parler de chiens de montagne. Globalement, on va parler de comment est-ce qu'on utilise la montagne avec des chiens. Donc, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode. On va commencer par les présentations, si tu veux bien. Qui es-tu, Émilie ? Alors, merci déjà du coup de me recevoir. Effectivement, c'est vrai que quand tu avais parlé de la nouvelle ligne éditoriale, j'avais pensé à ce sujet qui est moi, un sujet que je connais bien et que je trouve très chouette et peu connu du grand public. Donc moi, je suis Émilie, je suis éducatrice et comportementaliste canin depuis à peu près 2 ans. Je suis du côté d'Annecy et du coup, j'ai suivi une formation initialement plutôt en comportement canin en me disant que je ne ferais pas d'éduc. Et puis en fait, je suis tombée dans la marmite et au final, j'ai fait la même formation que toi sur le chiot, la spécialisation d'Amélie Cosperec sur le chiot et le chien de famille. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis éducatrice comportementaliste spécialisée dans le chiot et le chien de famille sur Annecy. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous présenter ton chien ? Alors, moi, je partage ma vie avec Java, qui est une berger australien de 10 ans cette année. Ok. Java, c'est mon premier chien à moi. J'avais jamais eu de chien avant elle. Et du coup, c'est une chienne qui est rentrée dans ma vie. J'étais dans une autre phase de ma vie. Je vivais avec un conjoint à l'époque qui était agriculteur, éleveur de chèvres, qui avait déjà, lui, un berger australien mâle et qui souhaitait qu'on ait une petite chienne. Et en fait, en gros, voilà, on l'a adopté comme ça. Si c'était à refaire, je referais pas de la même façon parce qu'on a choisi sur des critères uniquement, voilà, on voulait un berger australien qui soit noir tricolore et qui soit une femelle. Donc, c'était des critères pas du tout objectifs. Et Java est rentrée dans notre vie comme ça. Elle est née chez un particulier. On l'a choisie comme ça. Et ça a été quand même un bouleversement et plein de surprises. Aujourd'hui, c'est une chienne qui est toujours là 10 ans après. J'ai eu 10 changements de vie depuis. Il s'est passé plein de trucs dans ma vie, mais elle est toujours là. Elle vieillit tranquillement. Elle est toujours fidèle à elle-même et c'est elle qui m'a amenée à cheminer et du coup à être là où j'en suis aujourd'hui. Et depuis quelques années, il y a le chien de mon conjoint actuel qui vit avec nous aussi, qui s'appelle Pipo et qui est un croisé berger porte-fenêtre, on ne sait pas trop, qui est pour le coup un chien très particulier parce que très réactif, congénère. Java est un peu sensible et un peu réactive, mais ça reste gérable. Pipo, là, on a encore un autre level. Donc, lui aussi m'amène à cheminer.
et à traverser, tout un tas d'autres trucs que j'avais pas imaginés. Voilà. OK, OK, ça marche. Moi, j'aime bien revenir un peu sur, l'expérience, antérieure avec les chiens. Toi, quand tu étais, enfant ou avant d'avoir Java, en tout cas, tu me disais que c'était ton premier chien, à toi. Mais est-ce que tu as toujours gravité dans un environnement entouré d'animaux ou est-ce que c'est venu, un peu plus sur le tard? Comment est-ce que ça s'est fait pour toi? Alors moi, j'ai toujours été une fan absolue d'animaux. Pourtant, mes parents n'aimaient pas spécialement ça. Donc avant que moi j'arrive, ils avaient jamais eu d'animaux. Et moi, je suis un peu arrivée, j'ai un peu mis un coup de pied dans la fourmilière et très tôt, j'ai réclamé des animaux. Donc j'ai eu des hamsters, j'ai eu des chats, j'ai eu des souris, j'ai eu des rats, j'ai eu, un oiseau, j'ai eu plein d'animaux. J'ai jamais eu de chien parce que mes parents, ne voulaient pas de cette contrainte-là. On a vécu en maison, puis après on a vécu en appartement, donc du coup, voilà, c'était pas possible. Donc à mon grand désespoir, j'ai jamais eu de chien. En même temps, j'avais envie d'un chien, mais n'en ayant jamais eu, je connaissais pas non plus ce que ça représentait. Mmh. Mais voilà, dès que j'ai eu l'occasion, j'allais promener des chiens des fois à droite à gauche de copines, enfin, si je pouvais, voilà, j'aimais ce contact-là. Mais du coup, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir plus jeune. Je suis une grande passionnée de chevaux aussi depuis toujours, d'animaux en général et voilà, gamine, il y avait une ferme à côté de chez moi, bah, j'allais à la ferme, tout le temps pour donner un petit coup de main, voir les vaches, et cetera. Donc j'ai grandi même s'il y avait pas d'animaux beaucoup forcément à la maison, enfin qu'il y avait que des petits animaux, j'ai toujours réussi à m'entourer plus largement de bestioles en tout genre. Et puis après du coup, bah, voilà, en grandissant, j'ai voulu faire mes études, dans le monde du cheval, comme beaucoup de petites filles. Comme beaucoup de petites filles, mes parents m'ont dit: «Passe ton bac d'abord, tu verras ensuite». Donc voilà, j'ai d'abord fait un bac général. Après, je me suis dirigée vers un BTS, agricole dans l'idée de partir dans le monde du cheval OK. et puis, là, je suis tombée amoureuse des chèvres. J'ai découvert les chèvres, qui sont des animaux, incroyables et j'ai mis la main dedans et du coup, de fil en aiguille, j'ai bossé dans le monde, agricole et particulièrement caprin, du coup, durant, voilà, plusieurs années et en fait, voilà et le chien, lui, est rentré dans ma vie, bah, voilà, avec mon premier conjoint, quand on s'est installés ensemble. Lui, du coup, il était éleveur de chèvres. On voulait un chien et c'est comme ça que Java est arrivée et voilà et que c'est finalement elle qui m'a amenée à ce que je fais aujourd'hui parce que, chien, sensible, réactif et que du coup, elle m'a amenée à me former, déformer, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas à évoluer sur, toute cette question, à m'intéresser à au comportement canin, à l'éducation canine et puis j'en suis là. OK, trop bien. Quand tu as eu Java, j'imagine qu'elle a été rapidement mise au contact, d'un troupeau de chèvres du coup Ouais. qui était, j'imagine chez toi. Est-ce que c'était, le but c'était qu'elle travaille, avec le troupeau ou pas du tout? Comment est-ce que tu as, du coup tu as rapidement mis les mains un peu dans le chien de travail, j'imagine quand même d'une certaine manière. Comment est-ce que c'est venu pour toi? Comment est-ce que tu as découvert ce monde-là? Alors, en fait, même pas forcément parce qu'on avait, donc les parents de mon conjoint à la ferme avaient un berger australien, un mâle, mais qui était un chien de compagnie, purement et simplement. En fait, il a jamais OK. eu besoin d'avoir de chien de travail et Mmh. l'idée de Java, c'était que ce soit un deuxième chien de compagnie, un peu sportif, qui puisse nous suivre du coup, parce qu'on est cavalier, donc qui puisse nous suivre à cheval, qui puisse nous suivre, quand on fait les parcs avec les animaux et cetera. Mais on n'avait pas besoin de chien de travail au sens strict. La chèvre, pour ça, en plus, c'est un petit peu particulier. Il faut des chiens qui ont du répondant parce qu'une chèvre, par rapport à un mouton, elle va se retourner et taper facilement dans le biais dans le chien avec les cornes. Mmh. Et du coup, voilà, il fallait un chien qui ait du carafon et cetera et nous, vraiment, le chien de travail, on n'y connaissait rien. C'était pas notre objectif. On voulait vraiment un chien D'accord, de OK. compagnie. Mais voilà, ça c'était un chien qui soit là, voilà, même si c'était pas du chien de travail, c'était des chiens qui étaient au quotidien à la ferme avec mon conjoint, avec moi par la suite et qui étaient tous les jours avec nous pour faire, tout ce qu'il y avait à faire à la ferme. Ponctuellement, on pouvait lui demander de pousser des chèvres, qui traînaient ou un truc comme ça, mais c'était pas un chien de travail, quoi. C'était vraiment du chien de compagnie, à la ferme, finalement. OK, OK, ça Et marche. et du coup, le chien de travail et le chien en montagne, j'y suis venue un petit peu de façon détournée parce que du Ouais. coup, bah, ayant travaillé pendant plusieurs années dans le monde caprin, d'abord, en tant que conjointe, d'agriculteur, puis, en tant que conseillère, auprès d'éleveurs caprins, puis moi-même après en tant qu'éleveuse durant un temps, j'ai beaucoup côtoyé ce monde-là. Je me suis beaucoup intéressée aussi à la question des chiens de protection parce que du coup, je viens en Haute-Savoie, donc dit Haute-Savoie dit montagne, dit, retour du loup aussi et du coup, bah, retour du chien de protection par extension et voilà, ayant cette affinité avec le monde animal, avec le chien, je me suis un petit peu intéressée à la question et quand en fait j'ai repris,
une formation adulte du coup pour devenir comportementaliste canin. J'ai choisi de faire mon mémoire en fait de fin d'études sur le sujet du chien de protection et toutes ces questions-là autour de la montagne, quoi. Ok. D'où voilà, ce sujet que j'ai creusé beaucoup en long, large, en travers, que ce soit professionnellement ou personnellement, quoi. OK, ça marche. Du coup, je te propose qu'on rentre, un peu dans le vif du sujet qui est le chien de travail en montagne finalement. Donc on en a déjà cité 2, qui est, le chien de conduite et le chien de protection. Est-ce que tu peux nous distinguer un peu les 2, nous donner un peu une définition de qui est qui fait quoi, comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Donc en fait, il y a des grosses différences en fait entre ces 2 chiens. Quand on pense aux chiens de troupeau, très souvent du coup, l'image qu'on en a, c'est, le border collie. Donc ce chien noir et blanc, qui conduit les brebis ou les vaches ou, d'autres types d'animaux d'un point A à un point B et qui travaille avec le berger. Et il y a aussi le chien de protection du coup maintenant qui est là pour protéger les troupeaux du loup. Donc pour approfondir un petit peu, le chien de conduite, lui, il ne sert qu'à conduire, diriger les troupeaux. C'est un allié en fait du berger ou de l'éleveur qui va aider à bouger les animaux. Il a pas du tout, lui, pour vocation de défendre le troupeau, absolument pas. Et lui, sa Mmh. particularité, c'est qu'il travaille toujours avec l'humain. Il travaille jamais seul. On laisse jamais un border ou d'autres races, hein, parce qu'il y a pas que ces races-là, travailler tout seul. Il est pas censé prendre de décision sans son humain. Il travaille, ponctuellement sur des laps, de temps, donnés, plutôt courts, choisis par l'humain. Donc on a fait une grosse sélection génétique sur ces races-là pour obtenir des chiens qui soient toujours plus réactifs, tu vois? Qui a un on-off très rapide. On peut les Mmh. comparer un petit peu à des Formule 1, tu vois? Qui sont prêts à démarrer, à la moindre sollicitation. C'est des chiens qui sont réactifs au mouvement, doivent être très disponibles pour l'humain rapidement. C'est un petit peu des machines, quoi, toujours prêtes à bosser. Si on prend l'exemple extrême un petit peu du border collie, c'est vraiment ça. C'est vraiment un chien qui est prêt, toujours à bosser avec son humain, d'un moment à l'autre. Donc c'est des chiens, voilà, qui ont été, vraiment sélectionnés pour ça. Du coup, le comportement de poursuite, il est assez inné chez eux. C'est un comportement qui est issu, du coup, de la séquence de prédation. On a un chat qui a été sélectionné et drivé, on va dire, pour, obtenir juste cette partie-là de la séquence de prédation qui est la poursuite pour diriger les animaux d'un endroit à un autre. Et donc on cite souvent le border collie parce que c'est celui qu'on voit le plus, qui est le plus connu, on va dire, des chiens de conduite. C'est peut-être le plus délicat à piloter parce que c'est le plus intense chez les Mmh. bergers. Mais on trouve aussi d'autres races comme, le bosseron, comme le berger des Pyrénées, le berger ou le bouvier australien, le kelpie, et un tas de bergers aussi, de races plus locales, le berger de Savoie, et cetera. Donc ça, c'est vraiment pour les chiens de conduite et au niveau des chiens de protection, on est sur un tout autre, type de chien, on va dire. Parce que là, le chien de protection, c'est du coup un chien qui, lui, vit en permanence dans le troupeau, donc au milieu des chèvres, des brebis ou des vaches. Et lui, son objectif, c'est de défendre le troupeau contre les intrus, quels qu'ils soient. Parce que les intrus, ça peut être par exemple des humains. Il y a des gens qui prennent des chiens de protection pour protéger, par exemple, du vol d'agneaux ou du vol d'animaux. Donc, il peut Mmh. aussi défendre contre des humains, contre des chiens, du coup, contre des loups, des ours, etc. Le gros distinguo qui est important, c'est que le chien de protection, il faut comprendre qu'il travaille en autonomie la plupart du temps. Il travaille pas du tout avec un humain. On attend de lui qu'il prenne des décisions sans l'humain et qu'il décide, qu'il sache reconnaître ce qui va s'approcher du troupeau, qui est à considérer comme un intrus. Donc c'est vraiment un fonctionnement complètement différent du chien de conduite. Et donc il est voilà, H24, 7 jours sur 7, avec le troupeau. On a eu beaucoup moins de sélection génétique chez ce type de chien que chez les chiens de conduite. On s'est plutôt concentré sur, conserver, tu vois, l'instinct de garde qui est déjà présent chez ces races-là, en fait. Et du coup, en France, on a recommencé à utiliser ces chiens de protection avec le retour, des grands prédateurs en France, donc l'ours et le loup. Je vais me concentrer dans cet épisode, du coup, plutôt sur le loup parce que, dans les Alpes, on n'a pas d'ours, on a vraiment que du loup. Mmh. Donc ça fait seulement, on va dire, depuis les années 90, en fait, on réutilise beaucoup de chiens de protection. Avant, en fait, on avait perdu tout ce savoir-faire-là et du coup, les éleveurs et les bergers, ils ont dû se réadapter assez vite pour, protéger et défendre leurs troupeaux, grâce à ces chiens de protection. Donc ça demande du temps pour que la filière, elle se structure. Aujourd'hui, que les connaissances, elles se diffusent et cetera et aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore un petit peu, c'est pas encore très abouti, quoi. On est, moins à l'aise pour trouver un chien de protection qui soit, hyper bien codé, hyper bien sélectionné. Il y a eu beaucoup moins de jobs à ce niveau-là que sur les Mmh. chiens de conduite qu'on utilise depuis, très longtemps, tu vois? Ouais. Et Mais où là, ça s'est pas perdu, j'imagine, entre-temps. c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors que le chien de protection, pour le coup, comme il y a plus de grands prédateurs pendant longtemps, bah, en fait, ce savoir-faire-là, il est un petit peu disparu avec les personnes qui y avaient recours, précédemment, quoi.
Mm. Et donc, ce chien de protection, lui, il a été sélectionné du coup pour prévenir l'humain et pour repousser l'intrus. Donc, avec de l'aboiement, de la tendance au combat si nécessaire, mais ça reste vraiment dans l'extrême. Hein. Son premier objectif, c'est vraiment de repousser. Et on a des différences aussi comportementales selon les races de chiens de protection. On va pas observer forcément, tu vois, le même comportement chez toutes les races. Par exemple, le Kangal ou berger d'Anatolie, il aboie plutôt moins que d'autres races, mais par contre, c'est un chien qui patrouille beaucoup, donc qui a tendance à beaucoup s'éloigner des troupeaux, par exemple. Il va à grande distance parce qu'il considère que la bulle du troupeau, elle est vachement grande. Alors que, par exemple, le Patou ou Montagne des Pyrénées, lui, il reste beaucoup plus au sein du troupeau, mais il aboie beaucoup plus. Voilà, il y a des vraies différences. De la même façon que chez les chiens de conduite, entre le border et les autres, il y a des différences. Et ben, chez les chiens de protection, c'est pareil. On a vraiment des différences comportementales en fonction des races en question, quoi. Ok, très bien. C'est marrant parce que juste avant de faire cet épisode, je rentrais d'un rendez-vous où je suis passée devant des champs où ils ont installé des troupeaux de moutons. Et effectivement, je voyais les patous qui étaient là en bordure de route, assis comme ça, parmi le troupeau et qui regardaient comme ça. Et j'ai trouvé ça rigolo de les constater aujourd'hui alors qu'on enregistrait cet épisode juste après. C'était assez rigolo. Ben voilà, c'était le Ok. petit signe, le petit signe. Et du coup, j'ai oublié de préciser, mais c'est pareil en Ouais. chien de protection, on a aussi plein de races différentes. Celle qu'on connaît le plus souvent, c'est le Patou ou Montagne des Pyrénées, c'est le fameux Ouais. grand chien blanc de Belle et Sébastien. On voit aussi beaucoup maintenant des Kangals ou des bergers d'Anatolie, mais on a aussi tout un tas d'autres races, le berger des Abruzzes, le Matin espagnol, etc. Voilà, tout un tas de races différentes. Et du coup, en termes de morphologie, entre le chien de conduite et le chien de protection, il y a vraiment des grandes différences, quoi. On est vraiment sur 2 types de chiens. Le chien de conduite, on est sur un chien de type berger de format moyen entre 15, 18 kilos et 20, 25, 30 pour des bosserons, par exemple. Là où le chien de protection, on est vraiment sur des chiens de type molossoïde qui font jusqu'à 50, voire 80 kilos pour des gros mâles Matin espagnol, quoi. C'est vraiment des chiens qui sont très, très imposants. C'est super intéressant ce que tu dis et notamment ça m'amène un peu sur un monde que je connais très très mal parce que moi je suis pas de la montagne, mais c'est sur le retour du loup en France. Tu vois, je savais même pas que ça datait vraiment des années 90. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant de savoir que on a des loups qui vivent un peu proches de chez nous quand même, à côté de nous, et je trouve ça assez chouette. J'imagine que c'est pas de toute évidence pour les gens qui côtoient la montagne, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, complètement. Donc en fait, le retour du loup en France, il date de 1992 précisément. C'est les premiers loups qui ont été observés dans le Mercantour. On suppose que c'est des loups en fait qui sont arrivés d'Italie, qui sont remontés en fait dans les Alpes et qui sont arrivés chez nous. Aujourd'hui, il y a environ 1000 loups en France, sur tout le territoire. Il a colonisé quasiment la totalité de la France. Donc il y en a aussi dans le sud, donc il doit y en avoir quelque part, pas très très loin de chez toi. Aujourd'hui, on a beaucoup de reproduction en France. On a du coup pas mal de meutes qui se sont créées. Et du coup, on a des attaques de jour comme de nuit, même à proximité des habitations, et sur tout type d'animaux. C'est-à-dire qu'on a des attaques sur des brebis, sur des chèvres. Avec l'extension du loup et du coup le fait qu'il y en ait beaucoup plus, on a aussi maintenant de l'attaque sur des gros animaux comme des chevaux ou comme des vaches adultes, chose qui n'arrivait que assez peu avant finalement. Et le loup, du coup, c'est un animal qui est extrêmement intelligent, qui est capable de s'adapter et de mettre en place des stratégies hyper complexes en fait, et il s'adapte même du coup à la mise en place de chiens de protection. Par exemple, quand il y a des meutes en place, c'est pas rare qu'il y ait un loup qui aille distraire le chien de protection d'un côté, pendant qu'il y en a un autre qui va attaquer du coup là où le chien de protection n'est pas. Donc du coup, moi c'est un animal que je trouve absolument fascinant. Du coup, ça fait toujours beaucoup de débats entre les pro-loups, les anti-loups. Moi, j'ai pas du tout d'avis sur la question. Je suis juste fascinée par cet animal qui est capable de mettre en place des stratégies incroyables. Mais du coup, ça pose vraiment beaucoup de problèmes dans les élevages de pâture sur des estives et autres, parce qu'aujourd'hui, on a des attaques, notamment dans d'autres régions de France qu'on lui en pleine, dans les Deux-Sèvres, dans l'Ouest, etc. Il y a des gens qui s'équipent avec des chiens de protection. Chez toi aussi, comme tu l'as noté, même en plaine, parce qu'en fait, on a du loup qui revient et qui est présent. Le loup, aujourd'hui, c'est un animal qui est protégé par la Convention de Berne. Alors, je sais qu'en ce moment même, au moment où on enregistre cet épisode, il y a eu des petits changements la semaine dernière au niveau de la Convention de Berne et de l'état de protection du loup. Donc, je ne pourrais pas donner l'état de protection actuel parce que c'est en discussion actuellement. Mais du coup, c'est un animal qui, jusqu'à présent, était très protégé, qu'on ne pouvait pas abattre ou chasser en dehors des mesures dérogatoires accordées par les services de l'État suite à des attaques et par des personnes habilitées.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuls loups jusqu'à maintenant qui pouvaient être tués, c'était des loups dans le cadre de tirs de défense ou de tirs de protection. Donc, après des attaques sur un troupeau, un éleveur pouvait demander au service de l'État, donc à la DDT, Direction départementale des territoires, qui régit du coup l'agriculture, pouvait demander du coup des tirs de protection pour protéger son troupeau. Et les tirs pouvaient être faits par des personnes habilitées particulièrement, pas par n'importe qui. Et il y a un quota national en fait de loups qui peut être abattu, qui était d'à peu près 20% de la population, soit en gros quoi, 200 loups Quand par an, même. quand même. Et malgré tout, Mm. en fait, Ah ouais. malgré ça, le loup continue de se reproduire et la population ne cesse d'augmenter. Donc, au final, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Ça, c'est une question, tu vois, qui est toujours un débat Un vaste incroyable débat. et toujours très passionné parce que du coup, c'est voilà, la place de l'homme aussi là-dedans. Est-ce que vraiment on s'approprie tout le territoire et on décide pour le plus du loup? Enfin, voilà, c'est des questions hyper prenantes. Et au niveau de, pour donner quelques chiffres, donc aujourd'hui, on a environ 1000 loups en France. En 2023, il y a eu 4000, un peu plus de 4000 constats indemnisés par l'État pour 10 800 victimes. Donc, en gros, il y a beaucoup plus d'une victime par constat. Les constats, c'est ce qui a été indemnisé, validé par l'État. On peut supposer du coup qu'il y en a beaucoup plus parce qu'en fait, certains n'ont pas été validés. En fait, quand il y a une attaque, l'éleveur signale l'attaque au service de l'État, s'il le souhaite, il n'y a pas d'obligation. Et l'État, des agents mandatés par l'État viennent constater et dire si oui ou non ça peut être un loup en fonction des dégâts, des blessures, etc. Mais il y a aussi des constats qui n'ont pas lieu parce que, par exemple, le troupeau s'est dispersé, il manque des animaux, mais on ne retrouve jamais de cadavres. Donc, en fait, on ne peut pas constater ce qu'on ne voit pas. Mais pour autant, peut-être que l'éleveur a perdu 10, 15, 20 brebis, mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc, voilà. Et du coup, le plan loup, chaque année, il coûte entre 3,5 et 4 millions d'euros à la France, aux contribuables aussi, puisque c'est financé avec de l'argent public. Et ces 4 millions d'euros, en fait, ils comprennent de l'appui aux bergers, de l'indemnisation d'animaux. Ne sont indemnisés que les animaux qui sont retrouvés. Donc, tout ce qui n'est pas retrouvé n'est pas indemnisé. Donc, ça, c'est aussi un point un peu tendu sur le terrain. Il y a aussi de l'aide pour financer des chiens de protection et payer une partie de leur nourriture. Un chien de protection de 80 kilos, je ne vous fais pas un dessin, mais ça mange un petit peu de croquettes. Bah ouais. Donc voilà. Et dans les Alpes, du coup, plus spécifiquement, aujourd'hui, on a environ 5500 chiens de protection dans les Alpes, contre seulement 350 dans les années 2000. Donc, tu vois, l'augmentation, elle a été exponentielle avec le retour du loup. Cette augmentation s'explique par le retour du loup, mais par les mesures aussi incitatives avec une partie de subvention pour subventionner et subvenir aux besoins de ces chiens, comme on l'a dit. Et parce que l'objectif, c'est de maintenir l'activité pastorale malgré la prédation. Donc voilà, le retour du chien de protection, chez nous, il se fait vraiment dans un contexte où le loup est revenu. Dans les Pyrénées, il y a aussi le retour de l'ours, donc il y a aussi le chien de protection pour ça, mais c'est un contexte que je ne connais pas, donc j'en parlerai pas. Je ne me permettrai pas d'en parler parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Et voilà un petit peu comment ça se passe. Et du coup, nous amènera la question du coup après du partage de la montagne avec les usagers et les chiens de protection, qui n'est pas toujours simple, quoi. Ouais. C'est clair. Merci beaucoup déjà pour ce point très factuel et sans prise de parti, parce que je ne veux pas non plus attiser trop d'émotions non plus avec cet épisode, parce que j'imagine que voilà, c'est quand même une question très complexe. Mais merci beaucoup pour ce petit état des lieux sur le loup en France. C'est hyper intéressant. Et du coup, ouais, on va revenir un peu sur le débat philosophique de l'utilisation de la montagne, parce qu'il y a beaucoup à en dire. Juste avant ça, je voulais revenir un peu donc, du coup, sur les races, sur le chien de conduite et le chien de protection que tu nous as cités. C'est vrai que c'est quand même des types de chiens qu'on peut retrouver aujourd'hui un peu en chien de famille aussi. Ça arrive. Alors bon, pour le montagne des Pyrénées, on n'en croise pas tous les jours, mais des border collies, c'est quand même déjà beaucoup plus fréquent. Moi, je me pose un peu la question, et je pense que c'est légitime de se poser la question, surtout quand on est professionnel et qu'on voit beaucoup de cas, des fois plus difficiles que d'autres, de la question de leur adaptabilité en fait en tant que chien de famille. Alors on est d'accord que tous les chiens sont faits pour quelque chose à la base, mais quand même les lignées sont de plus en plus diluées pour certaines races, pour que ça soit voilà, effectivement des chiens adaptés à la vie de famille aujourd'hui. On ne se sert plus des chiens comme avant. Mais là, en l'occurrence, pour ces races-là et pour ces chiens-là, et notamment, on peut parler
principalement du border collie, je pense, ou peut-être du boston aussi. Qu'en est-il de leur adaptabilité? Toi, c'est quoi ta vision là-dessus, même si je sais que c'est bien une question à 10 000 $ qui, qui n'est pas vraiment, à laquelle on ne peut pas vraiment répondre, mais c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ouais, alors, d'abord, le petit disclaimer que je mettrais, c'est qu'on va faire là des grandes généralités Oui, bien sur sûr. ces catégories de chiens. Oui. Évidemment que chaque individu est unique, a sa propre personnalité, qu'il y aura toujours des exceptions, mais on parle ici vraiment je pense qu'on va parler de vraiment des grandes tendances comportementales, avec, les tendances qui sont liées à la sélection qui a été faite sur ces animaux-là. Donc au niveau des chiens de conduite, on l'a dit, c'est des chiens qui ont été sélectionnés, donc le border encore plus que les autres, pour faire du on-off et faire du 0-100 km/h en 2 secondes. C'est la Ferrari. Donc le gros avantage de ces chiens-là, c'est qu'ils vont toujours être dispo, toujours être partants pour, aller vivre, 1000 et une aventures avec, leurs humains. Ils ont une énergie qui est plutôt haute en général. Ils ont une capacité d'apprentissage qui est hyper, importante. Tout est un apprentissage. C'est-à-dire que même si on ne réfléchit pas à tout ce qu'on met en place dans notre quotidien avec ce type de chien, ils ont très vite fait de comprendre des trucs et de faire des associations qui nous arrangent pas forcément, en fait. Mmh. Ils demandent vraiment beaucoup de finesse et de rigueur dans l'éducation. Ils ont besoin d'avoir un job, un travail physique, mais un travail aussi mental au quotidien. C'est des parfaits chiens pour, faire du loisir, canin, du sport, des choses comme ça, de la rando, accompagner des gens à cheval. Enfin, voilà, c'est des chiens qui sont plutôt dynamiques, plutôt sportifs. Mais du coup, ils ne conviennent pas à tout le monde. Oui. En inconvénient, du coup, les principaux inconvénients, c'est des chiens qui sont hyper intenses, quoi. C'est l'intensité du border ou du berger australien, du malinois, qui est quand même un chien de berger, même si aujourd'hui on l'utilise plus comme ça. Mais voilà, c'est vraiment des chiens qui sont intenses dans tout ce qu'ils font, dans toutes leurs émotions. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. Ils ont du coup des patrons moteurs qui sont en général plutôt développés. Et du coup, il faut cadrer et gérer correctement sous peine de les voir poursuivre tout ce qui bouge. Parce qu'on l'a vu, leur job, c'est de fixer leur œil, un border, on dit qu'il a de l'œil, c'est-à-dire qu'il a une tendance à fixer son, son mouton, ce qu'il considère comme son mouton, Mmh. d'un œil fixe, et il va le faire bouger par son langage corporel, en s'en approchant, etc. Et du coup, le problème, c'est que un chien dont on comble pas les besoins et qui a ce besoin de poursuite, ben, en fait, il va se mettre à troupoter, ce qu'on a tendance à dire, il va se mettre à vouloir poursuivre tout ce qui bouge, donc globalement des trottinettes, des poussettes, des vélos, des joggers, le chat, etc. Donc c'est vraiment des chiens qui ont un instinct très fort à ce niveau-là et qu'il va falloir du coup guider euh, pour, euh, pour s'adapter au mieux là-dessus, quoi. C'est pas forcément du coup hyper simple d'avoir un border en chien de famille, quoi. Ça Mmh. peut être compliqué. Des chiens qui tiennent des fois pas trop en place, qui ont une grande sensibilité sensorielle aussi, notamment au niveau du bruit. On a aussi beaucoup de borders qui ont de la difficulté à gérer les bruits. Je sais pas si toi tu le constates aussi. En Oui. tout cas, nous en clientèle, Mmh. moi je le vois vraiment. Et qui peuvent vite devenir réactifs parce qu'encore une fois, la réactivité a été sélectionnée chez eux. Pas la réactivité dans le sens agresser tout ce qui bouge, mais la réactivité, cette propension à réagir vite, fort et rapidement. Et donc, du coup, ben, malheureusement, elle peut un petit peu se retourner contre nous. Ben, c'est des chiens qui deviennent vite, vite offensifs. Ils vont pas forcément choisir la fuite, ils vont plutôt choisir d'aller au-devant de ce qui les met mal à l'aise. Mmh. Et du coup, c'est pas forcément simple. Donc moi, c'est vraiment des chiens que je conseille rarement déjà en premier chien et vraiment à des familles avec des conditions particulières qui seront disponibles, qui auront la possibilité de faire du sport avec eux, du travail mental quotidiennement. C'est pas un chien qu'on va oublier 5 jours sur 7 dans son jardin et sortir que le week-end, quoi. C'est clair. Enfin, on peut, mais c'est Il y a un prix c'est à pas payer. conseillé en général. C'est ça. Voilà, en général, ça se passera pas très, très bien. Ils ont assez peu de résilience si on comble pas leurs besoins. Mmh. Globalement, un border ou un australien dont vous comblez pas les besoins, bah, vous allez vite vous en rendre compte parce que lui, il va trouver tout un tas d'autres façons de combler ses propres besoins. Donc voilà, les chiens de conduite, alors évidemment, il y a des différences. Évidemment, si vous choisissez un bosseron, on ne sera pas tout à fait sur le même profil. On ne sera pas tout à fait sur un type de chien aussi intense. Mais voilà, il pourrait y avoir d'autres problématiques. Donc voilà, l'adaptabilité du chien de conduite en famille, elle n'est pas toujours si évidente. Je pense que c'est vraiment un chien qui correspond à des amateurs aguerris, qui ont déjà un petit peu l'habitude du chien et qui, du coup, savent comment gérer tout ça, Mmh. où se faire accompagner. Mais moi, personnellement, voilà, j'ai beaucoup de bergers en clientèle et je vois beaucoup de familles qui sont
peut-être pas en échec, mais qui, en tout cas, sont en difficulté avec ce type de chien parce que finalement, voilà, ils ont pris un chien qui n'est pas forcément adapté à leurs besoins et à ce qu'ils peuvent leur donner. Et malheureusement, c'est des races qui sont aujourd'hui très, très à la mode. Et Mmh. du coup, la mode fait aussi beaucoup de dégâts, je trouve, chez les gens et chez les chiens parce que c'est pas si simple, quoi. C'est clair. Je sais pas toi quel retour tu as là-dessus, Bah, exactement le mais en même tout que cas, voilà. toi, exactement le même que toi. C'est vrai qu'à l'heure où on se parle, ça fait déjà quelques années que, je crois qu'il y a le berger australien et le malinois dans le top 3 des races les plus adoptées en France. Donc, il est plus que jamais nécessaire d'aller faire cette petite recherche sur ce à pourquoi est fait le chien au départ, de se renseigner sur la race. Ça veut tout et rien dire cette expression-là, mais voilà, j'espère que par cet épisode, s'il y a des gens qui voulaient, partir sur du chien de berger et qui finalement n'ont pas le mode de vie adapté, que ça leur permettra peut-être de réfléchir à deux fois et à se poser la question. Ça ne veut pas dire que tous les chiens de berger sont malheureux dans leur famille, hein, pas du tout. On en côtoie heureusement plein qui sont très épanouis, etc. Mais il faut être conscient, et c'est aussi tout le but de ce podcast, que de sensibiliser sur qu'est-ce que c'est que d'avoir un chien, qu'est-ce que c'est de vivre avec un chien, et les concessions que ça amène à faire aussi. Et là, elles sont parfois très grandes, quoi, pour certaines familles. Donc, ouais, non, je te rejoins complètement. Et du côté, du coup, des chiens de protection, travailler en autonomie. Donc là, c'est complètement l'opposé. Là où le chien de conduite, il est en attente de son humain pour faire des choses et son envie, c'est de participer et de faire des trucs avec l'humain. Le chien de protection, pas du tout. Il est fait pour bosser tout seul. Donc, du coup, c'est des chiens qui sont très protecteurs, des très bons gardiens. Ils procurent souvent à l'humain un sentiment de sécurité aussi parce qu'ils sont hyper imposants physiquement. Hein. Comme on disait, on est sur une moyenne de 50 kilos au bas mot, quoi. Donc, c'est des chiens qui sont sécurisants. C'est des races qui sont quand même plutôt calmes, avec une énergie plutôt basse, à l'opposé du chien de conduite, du coup. Souvent, ils peuvent être vachement doux et vachement tolérants avec les individus de leur foyer, parce que du coup, ça fait partie un petit peu de leur troupeau, si on fait de l'anthropomorphisme. Et du coup, voilà, ils tolèrent très bien tout type d'individu, du moment que ça fait partie du foyer. Mais du coup, les gros inconvénients de tout ça, c'est qu'il y a une certaine, je mets des gros guillemets, agressivité, en tout cas réactivité avec les inconnus, parce que du coup, c'est des chiens qui sont là pour protéger leur famille des gens et des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est des chiens qui peuvent aussi beaucoup vocaliser. Donc, si vous avez envie de prendre un montagne des Pyrénées, que vous vivez collé à vos voisins, une maison mitoyenne en plein lotissement, je vous le déconseille fortement, vous allez avoir des problèmes. Le rapport aux autres chiens aussi, il peut être compliqué parce qu'on l'a vu. Du coup, c'est des chiens qui sont faits pour défendre face aux loups, mais face aussi aux chiens errants, aux renards, etc. Donc, parfois, le chien inconnu, ça peut être perçu comme une menace pour eux. C'est des chiens, du coup, comme ils sont très imposants, qui ont une grande, grande force, beaucoup de puissance, qui sont difficiles à contrôler physiquement aussi. Un Kangal ou un montagne des Pyrénées en laisse qui a envie d'aller voir le chien à côté, franchement, à moins de faire 120 kilos ou de l'avoir attaché à un poteau, c'est quand même vraiment difficile de le retenir. Donc voilà, il faut absolument, ces chiens-là, obtenir leur approbation, leur motivation pour faire des choses avec vous. On ne pourra pas les contraindre physiquement, hein, très clairement. Voilà, ce sera compliqué. Et donc, c'est des chiens qui ont tendance surtout à prendre des décisions tout seuls, du coup, puisqu'ils ont été sélectionnés comme ça pour prendre des décisions sans l'humain. Donc, les types de familles à qui ça peut correspondre, moi, j'aurais tendance à dire que c'est des gens qui sont un petit peu, des fois, dans des environnements isolés. Alors, isolés dans le sens où vous n'avez pas des voisins très proches. Si, par exemple, votre voisin est un commerçant qui reçoit des livreurs toute la journée et que vos chiens, ils hurlent toute la journée parce qu'il estime que c'est une menace, ça va être vite compliqué pour tout le monde. Donc, voilà, avec un peu d'espace entre les gens et les maisons, il aura de la difficulté, du coup, voilà, avec des passages trop proches, trop directs de chez lui. Ils sont pas très adaptés aussi à des familles, du coup, qui invitent beaucoup de monde, qui reçoivent beaucoup de monde chez eux pour les mêmes raisons, avec toujours des personnes différentes. Voilà, si vous voulez avoir des gîtes, des chambres d'hôtes, c'est pas ce type de chien qu'il faut privilégier parce qu'ils seront plutôt mal à l'aise avec ce genre de choses. Donc plutôt dans des grandes propriétés avec de l'espace et avec quelque chose à garder, où on pourra répondre à son besoin à lui de garder un truc et de garder son foyer sans que ça pose de problème. Et bon, bien évidemment qu'il y a encore le débat de maison ou appartement, mais vu leur gabarit, c'est des chiens qui ne seront pas forcément hyper pratiques en appartement, en pleine ville, avec voilà, absence de jardin ou absence d'extérieur, etc. Parce que le montagne des Pyrénées couché au milieu du salon, il prend déjà une place pas possible.
Donc voilà, là pareil, C'est clair. vite, on a moins de clichés que sur les chiens bergers et c'est des chiens qui sont moins à la mode. Mais tu en as parlé tout à l'heure, le Mm. montagne des Pyrénées, on a beaucoup de lignées beauté aujourd'hui, on a beaucoup moins de lignées travail, ça revient maintenant avec le retour du loup et du coup l'essor des chiens de protection. Mais c'est quand même des chiens qu'on retrouve aussi en lignée beauté pour de la compagnie. Donc voilà, mais c'est important d'avoir un petit peu ce côté-là en ligne de mire parce qu'on retrouve aussi du chien de protection en refuge, hein, du Kangal et du Patou, on en retrouve. Et Mm. souvent qui arrivent là parce que aboiement intempestif et chien trop gardien. Ah ouais, mais en fait, c'est exactement ce pourquoi l'humain l'a sélectionné. Tout comme on retrouve des bordeurs en refuge parce qu'ils courent après tout ce qui bouge. Bah ouais, là encore, c'est ce pourquoi l'humain l'a sélectionné. Donc vraiment, je pense que tu seras d'accord avec moi, faites-vous accompagner en pré-adoption pour choisir la race qui vous convient, je vous en prie. Ça évite beaucoup de déconvenues, C'est quoi. clair. Mm. Ouais, je reviens sur ce que tu as très justement dit, mais ce pourquoi ils sont faits, le travail pour lequel on les a faits, il faut vraiment bien comprendre que ça devient un besoin inhérent pour eux, en fait. Donc, on n'est plus juste là sur est-ce que c'est bien ou pas qu'ils travaillent. En fait, c'est ce qu'ils sont et c'est ce qui les motive aussi au quotidien. Et donc, c'est vrai que ça, des fois, c'est pas forcément simple à comprendre. Donc, on peut travailler plein de choses, mais on peut pas non plus complètement les changer. Je veux dire, l'éducation ne fait pas tout et on ne pourra pas changer complètement leur personnalité, ni ce qu'ils sont, ce qu'ils sont au fond d'eux génétiquement, quoi. On peut que apprendre à vivre avec et savoir ce à quoi on s'expose Et en faisant ces choix-là. c'est exactement ça. Et il y a une étude, alors j'ai plus le pourcentage exact en tête, mais où on dit que chez le chien, du coup, la majorité du tempérament et du comportement du chien est liée à la génétique. J'ai plus le pourcentage en tête, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais vraiment, c'est hyper important. Mm. Donc oui, comme tu dis, on peut tout travailler. Bien sûr, on peut apprendre à un border, à un berger australien à pas poursuivre, évidemment. On peut induire à un patou de défendre que dans certaines circonstances, bien sûr. Mais si à un moment donné, on en est venu à devoir modifier tout ce pourquoi on a modelé ce chien et cette race, et ben du coup, la question à 10 000 € derrière, c'est est-ce que vraiment on est fait pour choisir cette race-là si du coup, ces caractéristiques premières ne sont pas adaptées à nos vies, quoi. Et c'est une vraie Mm, mm. question, je trouve, éthique, pas éthique, morale, chacun se sent à l'aise ou pas. Moi, très clairement, j'ai aucun problème à le reconnaître, mais aujourd'hui, dans ma vie, si je devais reprendre un chien, voilà, moi, Java, elle a 10 ans, donc le berger australien, il y a 10 ans, c'était le tout début de la mode. J'adore ces chiens. Mais aujourd'hui, j'ai plus du tout une vie qui correspond à un berger australien. Quand demain, je n'aurais plus mes 2 chiens, si j'en reprends un, je ne reprendrai jamais un berger. Parce que l'intensité du berger, je la trouve Mm. trop difficile à gérer. Elle était facile à gérer quand je vivais à la ferme et qu'elle était 100% du temps dehors avec nous. Il n'y avait aucun problème. Mais aujourd'hui, dans ma vie actuellement, c'est plus du tout ça. Et c'est OK. Mais du coup, bah voilà, aujourd'hui, je sais que la vie que j'ai fait que ma vie ne serait pas adaptée pour ce type de chien, très clairement. Ouais, c'est clair, c'est pas forcément simple de le reconnaître, mais c'est cool c'est cool que tu le fasses en tout cas. J'aimerais bien parler avec toi de comment est-ce qu'on utilise la montagne parce que effectivement, c'est toujours voilà, avec l'expansion aussi du chien dans nos vies et dans nos vies, j'ai envie de dire un peu plus citadines ou en tout cas, voilà, le chien rentre dans nos familles un peu plus largement que c'était le cas il y a 20 ou 30 ans où le chien globalement il était là mais il était dans le jardin et on faisait pas grand chose avec lui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus envie de faire des choses avec lui, de sortir, de faire du sport, d'aller en rando, etc. Et notamment peut-être d'aller en montagne avec lui. Et du coup, là, c'est toute une problématique parce que, effectivement, en montagne, du coup, il y a des chiens de protection, il y a des chiens de conduite. Et comment est-ce qu'on cohabite avec tout ça? Je sais qu'il y a même des endroits qui sont interdits aux chiens en montagne. Dans les parcs notamment. Est-ce que tu peux nous refaire un petit topo là-dessus sur comment est-ce qu'on va en montagne avec son chien? Alors là aussi, vaste question. Le Mm. premier point, je pense qu'il est juste important de préciser en contexte. Souvent, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, parce que du coup, moi, je me suis beaucoup baladée dans les alpages avec des éleveurs, principalement de chèvres, mais pas que. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est oui, mais la montagne, elle est à tout le monde. En fait, non. Spoiler, c'est pas vraiment vrai. Les terrains en montagne, ils appartiennent toujours à quelqu'un. Ça peut être des communes, ça peut être des privés, donc des personnes comme toi et moi. Ça peut être des agriculteurs. En réalité, chaque parcelle a un propriétaire. Alors là aussi, on pourrait discuter cette question éthique de la propriété de la terre. On est bien d'accord. Le fait est que c'est comme ça.
et que de nombreux chemins sont accessibles uniquement parce que les propriétaires veulent bien laisser l'accès aux randonneurs, aux VTT, etc. Mais c'est pas forcément un dû. Et donc ça, c'est hyper important parce qu'on l'oublie souvent et les utilisateurs de la montagne, Mmh. quels qu'ils soient, ont vite tendance à penser que en fait, c'est l'extérieur, c'est comme les champs. On va promener nos chiens dans les champs, bah voilà, c'est la nature. Ah ouais, mais ça appartient à quelqu'un et peut-être ça fait vivre quelqu'un. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, le partage de l'espace, il est hyper compliqué. Donc moi, je suis en Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'est un département qui a une croissance démographique de plus de 10 000 habitants par an, parce que ça attire beaucoup, parce qu'on a des montagnes, parce qu'on a le lac, des lacs. On a la Suisse à côté qui attire beaucoup parce qu'elle est très attractive au niveau salaire, etc. Donc, on a un espace qui ne fait qu'accueillir plus de monde chaque année. Et donc, du coup, le partage de l'espace devient de plus en plus compliqué. On a aujourd'hui des espaces qui souffrent de surtourisme avec voilà, toujours plus de monde et toujours plus d'impact pour les troupeaux, mais aussi la faune et la flore sauvage. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Aller en montagne, c'est très chouette, mais du coup, il faut arriver à le faire correctement et à respecter un petit peu tout à chacun qui y vit, que ce soit bah voilà, les personnes qui vivent ici localement ou la faune et la flore. Et du coup, emmener son chien en montagne, et ben, effectivement, c'est pas toujours si simple. On voit aussi, du coup, beaucoup de gens aujourd'hui chez nous, alors encore une fois sur la Haute-Savoie, qui sont hyper sportifs. Moi, j'ai beaucoup, du coup, en clientèle, des bergers avec des gens qui sont plutôt assez jeunes, plutôt très sportifs, qui font beaucoup de rando, beaucoup de sports d'extérieur, et qui, du coup, prennent un berger dans ce cadre-là en se disant c'est un chien que je vais dépenser en montagne, en rando, etc. Très cool. Sauf que c'est pas si simple que ça. Emmener son chien en montagne, du coup, ça veut dire qu'on peut l'emmener l'hiver et du coup, là, il y a pas de troupeau. Donc a priori, on dérange pas les troupeaux. On peut déranger la faune sauvage, par contre, donc on peut pas non plus faire n'importe quoi. Hem, Par contre, les troupeaux, globalement, ils sont, chez nous en montagne à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre, octobre, globalement la belle saison. Hem Et du coup, les risques qu'il y a d'emmener son chien en montagne, et ben, c'est que déjà, ils aillent, perturber les troupeaux, déranger les troupeaux. Parce que soyons clairs, des gens qui attachent leur chien en se promenant en rando en montagne, c'est quand même pas le plus courant. Il y en a qui le font quand ils croisent des troupeaux et ça, c'est top. Mais il y en a plein aussi qui les laissent en liberté et du coup, on a le risque, bah, voilà, que les chiens aient dérangé, les troupeaux avec des animaux qui dérochent. Donc c'est des animaux qui tombent d'une falaise, parce que panique, le chien crée la panique dans le troupeau et il y a des animaux qui tombent. Donc ça arrive très souvent avec des brebis, mais aussi avec des vaches. Donc chaque année, bah, voilà, ça arrive qu'il y ait Mmh. des chiens qui fassent paniquer des troupeaux avec des animaux du coup qui se tuent ou qui se blessent. Donc ça cause des gros dégâts. Autant vous dire que les agriculteurs sont en général pas hyper contents de la manœuvre. Euh, le chien aussi en montagne, il peut causer aussi des dégâts sur la faune sauvage, notamment de la faune qui peut être protégée ou pas. Certains oiseaux, des marmottes, des bouquetins, des chamois. Donc c'est pas si évident. Et du coup, surtout aujourd'hui, ben, on a de plus en plus de chiens de protection, comme on l'a vu pour protéger des troupeaux, parce qu'il y a du loup, encore une fois, si la société au sens large est OK pour qu'il y ait du loup, il faut que la société au sens large soit OK pour qu'il y ait du chien de protection pour se protéger. Et donc, du coup, on a de plus en plus de chiens de protection aussi partout. On a, on a tendance à dire aujourd'hui, pour protéger du loup, qu'il faudrait autant de chiens de protection dans un troupeau que de loups en face. Sauf qu'on l'a dit au début de l'épisode, on a de plus en plus de meutes. Donc, si en face, on a une meute de 5-6 loups, eh ben, il faudrait théoriquement 5-6 chiens. En vrai, avoir des meutes de chiens de protection, ça n'arrange personne. Même les éleveurs trouvent ça compliqué à gérer. C'est vraiment pas simple. Mais le fait est qu'on a toujours plus de chiens de protection. Et donc, du coup, un chien de compagnie qui se retrouve là au milieu d'une meute de chiens de protection, bah franchement, souvent, c'est un petit peu chaud à gérer, quoi. Je sais pas comment on peut tourner ça sans que ça soit pour que ce soit bien perçu par tout le monde, mais souvent on entend aussi, moi je l'ai beaucoup entendu en étant en montagne et quand j'ai fait mon mémoire du coup de fin d'études, j'ai fait des questionnaires à destination des usagers de la montagne et un questionnaire à destination des éleveurs qui utilisaient des chiens de protection. Et j'ai demandé à chacun, en fait, en gros, un petit peu leurs craintes, un petit peu les problématiques qu'ils rencontraient dans la cohabitation du coup de ces deux espaces avec le chien de protection au milieu. Les agriculteurs, les éleveurs, les bergers expliquent que à chaque fois quasiment qu'il y a un problème entre chien de protection et usagers de la montagne, c'est qu'il y avait un chien de compagnie. Et du côté des usagers de la montagne, bah, on a une crainte de plus en plus importante de rencontrer des chiens de protection. On a des gens qui n'hésitent pas à s'armer de bombes lacrymo, de trucs divers et variés que je ne citerai pas ici, pour se protéger des chiens de protection, ce qui fait que les chiens de protection deviennent de plus en plus réactifs à l'humain inconnu. Enfin, on est dans un truc absolument incroyable qui est en train de Ouais, c'est le dégénérer serpent qui se mord la queue, quoi. ouais, et qui devient hyper compliqué à gérer. Donc voilà. Mmh. Donc le chien de compagnie,
en montagne, quand il y a des troupeaux, franchement, c'est hyper compliqué. Donc, les précautions qu'on peut prendre en amont, si on a envie d'aller en montagne avec son chien, c'est soit d'y aller hors saison, donc à des périodes où du coup les troupeaux sont plus forcément présents. Donc, on l'a dit globalement d'octobre au mois de mai, donc plutôt de la rando un peu hivernale. Ça peut être le premier truc. Et si on a vraiment envie d'y aller à la belle saison, il existe plusieurs applis qui recensent un petit peu les chiens de protection et leur présence. Il faut savoir que c'est pas des applis qui indiqueront les choses en temps réel, simplement parce qu'un troupeau et un chien de protection, ça fait des kilomètres et des kilomètres par jour, et que tous ne sont pas porteurs de GPS, donc on ne sait pas forcément où ils sont en temps réel. Ça donne une tendance sur tel massif, entre tel secteur et tel secteur. Voilà, il y a un troupeau avec des chiens de protection. Personnellement, j'ai pas du tout testé ces applis, donc je n'aurai pas de retour pratico-pratique à faire sur la question. Il y a aussi plein de groupes Facebook qui sont actifs avec la signalisation des troupeaux protégés de façon approximative, mais qui permettent quand même de savoir dans le secteur où on va s'il y en a ou pas. On peut aussi se renseigner auprès des offices de tourisme, des communes, etc. Souvent, ils ont connaissance du coup des agriculteurs et des secteurs concernés. Il y a aussi un énorme développement, un énorme effort qui est fait de la part des agriculteurs et encore des services de l'État pour mettre en place des panneaux explicatifs sur les lieux où il y a des chiens de protection, des troupeaux qui sont protégés par chiens de protection. En général, il y a des panneaux partout. Et parfois, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des secteurs qui sont même interdits aux chiens de compagnie. On a un maire du côté du pays du Mont-Blanc, sur la commune, je ne sais plus quelle commune c'est, mais par là-bas, qui a mis en place un arrêté pour que sur un secteur donné, les chiens de compagnie soient interdits. Et autrement dit, en gros, si quelqu'un monte avec son chien de compagnie et qu'il y a un souci, c'est assez risque et péril. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup trop de public avec des chiens et ça posait vraiment des gros soucis avec les chiens de protection qui étaient présents. Du coup, pourquoi est-ce que ça pose problème entre chiens de protection et chiens de compagnie ? En fait, on l'a vu, les chiens de protection, ils peuvent être là aussi pour défendre contre des canidés, qu'ils soient loups, qu'ils soient renards, qu'ils soient... alors chez nous, on n'a pas de chacal, mais ça pourrait être ça aussi. Donc du coup, comment est-ce que notre chien de protection, il peut apprendre à différencier le berger qui va croiser avec un touriste lambda du chien qui vient vraiment attaquer son troupeau? Déjà, première chose, combien on a de chiens qui sont pas très bien codés aussi, sans être forcément réactifs, mais qui n'auront pas forcément le comportement adéquat face aux chiens de protection et qui n'auront pas l'idée de se soumettre ou d'émettre plein de signaux d'apaisement pour lui dire tranquille, tout va bien. Donc ça aussi, c'est compliqué. Et puis on l'a vu aussi, si on a une meute et plusieurs chiens de protection et face à un chien de compagnie, plusieurs chiens ensemble, on sait que ça peut faire monter un petit peu la pression, ça peut être compliqué à gérer. Il y a aussi la problématique des chaleurs. Quand on a des chiens en chaleur, que ce soit dans la meute de chiens de protection ou dans le chien de compagnie, c'est pareil, ça exacerbe un petit peu les tensions qu'il peut y avoir et ça peut aussi être un truc hyper compliqué. Donc vraiment, il y a toutes ces questions-là qui ne sont pas simples. On entend souvent de la part des usagers, oui, mais les bergers, les éleveurs, ils ont qu'à éduquer leurs chiens, ils ont qu'à être bien codés. Ouais, c'est pas si simple. Encore une fois, on l'a vu, c'est des chiens qui sont amenés à travailler en solo, sans l'humain en fait. Parce que le troupeau, on peut pas, aujourd'hui en France, avec le coût du travail, avec les charges, je pense qu'on vit tous la même réalité, on peut pas, un éleveur ne peut pas avoir un berger 100% du temps dans son troupeau qui surveille le troupeau. Et quand bien même, d'ailleurs, par rapport au loup, ce serait pas forcément dissuasif parce qu'il y a parfois des attaques en pleine journée alors qu'il y a des bergers. Donc, c'est pas non plus un argument. Et donc, du coup, les troupeaux, ils sont, en tout cas chez nous, dans les pays de Savoie et dans les Alpes, ils sont souvent, du coup, la nuit, ils rentrent en parc de nuit, en écurie, proche du bâtiment de là où vit l'agriculteur en montagne, proche du chalet. Et la journée, les troupeaux sont en liberté ou parqués dans la montagne avec les chiens de protection, mais il n'y a pas de présence humaine. Et du coup, ça crée des distorsions, des incompréhensions parce que vraiment, ces chiens sont faits pour travailler en solo et prendre des décisions d'eux-mêmes et estimer si du coup, l'humain qui arrive, le chien, le vélo, quel que soit qui considère comme un intrus, est effectivement un intrus dangereux pour son troupeau ou si c'est quelque chose qui est complètement OK et qui doit laisser passer. Et on l'a vu aussi, le chien de protection, finalement, il est réutilisé depuis peu de temps. Donc, la sélection aussi qui a été faite sur les lignées, elle n'est pas toujours pertinente. Là-dessus, il y a un gros job que les agriculteurs commencent à faire au niveau de la sélection. Et du coup, ils commencent à vraiment choisir des animaux sélectionnés sur leur tempérament, sur leurs aptitudes, sur leur meilleure tolérance à l'humain, etc. Pour travailler. Mais c'est exactement comme chez le chien de compagnie, en fait. Il faut choisir un élevage correct qui fait une bonne socialisation de ces animaux. Et la difficulté en plus, c'est que
Nous, quand on choisit un chien pour notre compagnie et donc c'est facile, on va dire, de choisir un élevage dans le sens où on n'a que ça à faire que de choisir un élevage correct pour prendre notre chien. Les éleveurs, il faut bien se mettre en tête que quand ils prennent un chien de protection, c'est parce qu'il y a une pression de la prédation. Donc, ils sont déjà sous pression. Certains n'ont pas du tout envie d'avoir des chiens, n'ont pas d'affinité avec les chiens aussi, il faut bien se le dire. Leur job à eux, c'est d'élever des brebis, des vaches, des chèvres, des chevaux, peu importe. Et pas forcément des chiens, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des chiens. Ils s'y mettent parce qu'il y a la pression de la prédation. Et qu'aujourd'hui, les services de l'État se cachent un petit peu derrière ce truc-là en disant, bah voilà, il y a du loup, il faut vous protéger, mais en gros, les moyens de protection, c'est ça, et avoir des aides bergers, et y mettre des filets, mais il n'y a aucune méthode aujourd'hui qui soit 100% efficace pour prévenir les attaques. Le chien de protection est ce qui fonctionne a priori le mieux pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps, mais donc du coup, bah, voilà, ils en viennent à prendre du chien de protection un petit peu par contrainte et pas forcément par envie, et sans doute pas par passion du chien non plus. Donc on se retrouve avec des éleveurs des fois qui doivent gérer 1, 2, 3, 4, plusieurs chiens de protection alors qu'ils n'ont pas d'affinité avec ça, qu'ils n'y connaissent pas forcément grand-chose en chien. Et du coup, voilà, on a vu des situations un petit peu compliquées à ce niveau-là. Donc le chien de compagnie en montagne, moi, le conseil que je donne, c'est franchement, si on peut éviter, c'est éviter de l'emmener. C'est décevant et moi-même, des fois, je me dis: «Ah bah tiens, j'irais bien faire une rando, j'emmènerais bien mes chiens». Mais franchement, c'est prendre des risques un peu inutiles et aller potentiellement à des conflits un peu inutiles. On a toujours le risque de tomber un peu sur le mauvais joug pour le chien de protection, parce que sa tolérance, elle va dépendre aussi de ce qu'il a vécu. Le chien de protection, on l'a dit, il est H24 avec le troupeau. Donc potentiellement, la journée, il supporte les touristes avec leurs chiens, les gens qui se promènent, etc. Et puis potentiellement, la nuit, eh ben, il dort pas de la nuit parce qu'il y a du loup et qu'il doit protéger son troupeau. Donc on a aussi des chiens qui, des fois, sont à bout et sont exténués de fatigue parce qu'en fait, ils peuvent pas se poser. Et du coup, s'ils sont harcelés par le loup ou par l'humain, parce qu'il y a des humains aussi qui ont un comportement complètement inadapté à l'approche de chiens de protection et de troupeaux, bah forcément, on peut comprendre aussi que leur tolérance à eux, elle soit limitée et qu'on aille du coup facilement au-devant de conflits à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une question épineuse et il est compliqué de de donner une règle. Et encore une fois, il y a des chiens qui sont hyper bien codés, qui vont hyper bien réagir avec des chiens de compagnie, comme il y a des chiens qui, par contre, vont vriller tout de suite. Donc, il n'y a pas de réponse universelle. En vrai, moi, quand on me demande mon avis, j'ai tendance à déconseiller d'emmener son chien en montagne sur la période où on peut retrouver des troupeaux, quoi. Ok, donc rappelons-le du coup l'été de mai à octobre, on Ouais, va dire. en gros, ça dépend des Pour viser secteurs, large. ça dépend, voilà. Mais, Ouais. et il y a aussi une vraie méconnaissance du job de travail du chien de protection. Alors, sur ton podcast, on a quand même des personnes qui sont à l'aise avec le chien et plutôt averties. Mais chez la personne lambda qui va juste en montagne et qui connaît pas le chien précisément, et ben en fait, on a aussi une vraie incompréhension du comportement du chien. On l'a vu, le chien de protection, il est là pour défendre. Donc, c'est pas des chiens d'attaque. Leur principal objectif à eux, c'est la dissuasion. Il faut pas oublier que, d'éloigner. voilà, s'ils perdent une énergie folle à combattre ou à aller au-devant, ils se fatiguent, ils s'usent, ils s'épuisent. C'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de dissuader. Donc, le chien, du coup, il va aboyer quand il repère quelque chose. On rappelle aussi que le chien a une très mauvaise vue, qui détecte le mouvement, mais qu'avant de voir clair distinctement ce qui se passe, il a besoin d'être assez proche, à 5-6 mètres. Donc, quand on a un chien de protection qui, du coup, s'approche de l'humain pour identifier ce que c'est, ça peut être vite impressionnant quand c'est des gros machins de 70 kilos qui arrivent en aboyant. Ça s'entend. C'est un chien, du coup, au-delà d'aboyer, il peut grogner éventuellement. Et souvent, il va s'approcher, donc assez près, on l'a vu, pour geôler l'intrus, pour se renifler, pour sentir, etc. Et voir de qui il s'agit. C'est pas rare qu'on ait des chiens de protection qui viennent au contact toucher ou renifler l'être humain, ou le vélo, ou voilà, pour vraiment voir de quoi il s'agit. Mais en fait, moi, tu vois, dans les questionnaires que j'ai menés pour mon mémoire, par 100% des utilisateurs qui ont répondu, un chien qui aboie était perçu comme agressif et les gens se sentaient agressés par un chien qui aboyait. Je peux comprendre, mais c'est pas la réalité. C'est pas parce qu'il aboie qu'il est agressif. Simplement, il fait son job de chien, de prévenir, de dissuader, d'aboyer, etc. Mais du coup, d'un œil humain, c'est perçu autrement et c'est ça aussi qui pose des problèmes, quoi. Ouais. Ok. Du coup, selon toi, ça serait quoi le bon comportement à avoir quand on croise un chien de protection? Hyper intéressant parce que merci de la poser parce que c'est vraiment un point crucial. Le bon comportement, donc si on peut éviter d'aller avec son chien en montagne comme on l'a vu, c'est chouette. Et ensuite, plus simplement, qu'on ait son chien ou pas son chien, on va faire en sorte de contourner le troupeau le plus largement possible. On va à tout prix éviter
de couper en passant dans le troupeau, sauf si vraiment c'est impératif parce que genre le troupeau est au milieu du chemin et qu'on ne peut pas couper. Mais sinon, voilà, on va prendre au plus large possible. On va essayer de se signaler en faisant du bruit. Alors, pas en criant, mais genre en parlant pour que le chien il nous repère et pour éviter de le surprendre parce qu'il n'y a rien de pire que de surprendre un chien. Et on va s'arrêter ou marcher lentement quand le chien nous a vus, ralentir, on va pas se mettre à courir. Si on a un vélo ou un sac à dos, on peut le placer entre le chien et nous. C'est rassurant pour nous, ça nous permet de nous sentir en sécurité et ça permet au chien de prendre les odeurs s'il veut en s'approchant du coup du sac ou du vélo sans venir directement au contact de notre corps. Donc souvent, ça fait baisser aussi la pression pour nous. Et on peut adapter aussi notre langage corporel. On reste plutôt de face ou de profil face au chien. Et on peut détourner légèrement la tête, éviter de le fixer des yeux, parler calmement, sans crier, les bras le long du corps, enfin vraiment une attitude neutre. Et on repartira tranquillement lorsque les chiens sont calmes. Ça arrive aussi que certains chiens, des fois, nous raccompagnent en nous suivant un petit peu jusqu'à ce qu'on soit suffisamment loin du troupeau. C'est un comportement qui est normal, il ne faut pas paniquer, même si ça peut être impressionnant. C'est vraiment, voilà, ça fait partie du jeu, ils nous raccompagnent. Et on va éviter absolument les cris, les coups de bâton, la bombe, les sprays au poivre et les autres pratiques non sympathiques parce qu'on les voit encore recommandées régulièrement sur Internet notamment. En fait, le problème de ces techniques-là, c'est que ça risque de renforcer encore plus l'animosité du chien vers les humains inconnus et ça tend beaucoup les relations entre agriculteurs et usagers de la montagne. Encore une fois, voilà, les CPT, les chiens de protection, ça peut être un problème, mais c'est surtout une conséquence du retour du loup. Donc voilà, les éleveurs font avec le loup, à nous de faire avec les chiens de protection. Je pense que c'est vraiment une question de bonne entente globale, quoi. C'est clair. Nous, c'est pas notre quotidien, c'est un week-end qu'on va passer en montagne, alors Exactement. que eux, c'est un peu alors toute que l'année. eux, c'est voilà, c'est toute l'année, tous les jours qu'il peut y avoir cette pression de la prédation. Quoi. Ouais, c'est clair. Trop bien. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je pense qu'on pourrait en discuter pendant bien plus de temps que ça encore, mais c'est super intéressant d'avoir toutes ces billes. Donc, merci beaucoup, Émilie. C'est super cool. Le temps file, donc il va falloir qu'on termine l'épisode. Peut-être, est-ce qu'il y a des ressources que tu voudrais partager ? Tu nous as cité quelques applications, des groupes Facebook, etc. Est-ce que on pourra les mettre en barre d'infos de cet épisode ? Et puis, je ne sais pas si tu as d'autres ressources à nous partager. Alors, un livre que moi, j'ai trouvé passionnant à lire, qui est un petit pavé, mais qui est assez exhaustif sur la question. Il s'appelle Le Montagne des Pyrénées. Il a été écrit par Mathieu Moriès, qui est un éleveur de chiens de protection depuis longtemps. Et du coup, il parle du Montagne des Pyrénées, mais pas que du chien de protection au sens large, et du coup, voilà, de toutes ses caractéristiques, etc. Et de comment il a été sélectionné, pourquoi, etc. Ok, trop bien. Donc voilà, ça c'est une ressource hyper chouette. Et après, voilà, les chiens, comme on l'a dit tout à l'heure, les groupes Facebook qui recensent les troupeaux à différents endroits, hyper intéressant aussi. Ils peuvent aiguiller les gens quand il y a des sorties à faire en montagne. C'est un petit coup de pouce en plus, quoi. Ok, trop cool. Trop bien, mais merci beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a appris de vivre avec un chien ? Et ça a été beaucoup de remises en question pour ma part, parce que j'avais pas d'idée de l'éducation canine et j'avais une vision à l'ancienne un petit peu, parce qu'on m'avait transmis et puis moi je connaissais pas le chien et Java m'a amené du coup à complètement déconstruire tout ça, à essayer de la comprendre et du coup à me poser les bonnes questions pour me diriger du coup vers une éducation qui me paraît éthique et bienveillante pour le chat et pour l'humain. Parce que c'est important. Donc ça a changé beaucoup de choses. Et sans elle, clairement, je ne serais pas là en tant que professionnelle aujourd'hui. Clairement. Trop cool. Trop bien. À qui est-ce que tu voudrais passer le micro pour un prochain épisode ? Alors, je crois que tu l'as jamais interviewée, mais j'aimerais beaucoup entendre Julia Téchéné de Danse avec mon chien, qui partage plein de choses très chouettes autour du chien, de l'éducation positive et plus largement dans la société. Ouais, très bien. Elle était venue parler de son podcast Madame a du chien, mais je l'ai pas interviewée effectivement au titre de Danse avec ton chien. Donc, ok, trop bien, c'est noté. Trop bien. Et du coup, dernière question, où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? Alors, sur notre site internet qui s'appelle complexihumo.fr, on se mettra en barre d'infos, ce sera plus simple. Et je suis présente aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Je ne parle pas du chien de protection spécifiquement, mais plus du chien, de l'éducation canine en général. Ok, trop cool.
Super. Et merci beaucoup, Émilie, pour ce chouette épisode. C'était hyper intéressant. Merci pour cette proposition de sujet qui était très, très cool. Et j'étais ravie de faire ta connaissance en plus à travers cet épisode. Donc, c'est trop bien, trop bien. Merci beaucoup. Et merci à toi. À très bientôt. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Émilie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @emily.complicimo et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute et aller plus loin dans l'exploration de la relation à votre chien, je vous invite à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est un espace dédié aux passionnés qui, comme vous, veulent faire mieux. Vous pourrez échanger quotidiennement avec une communauté bienveillante, participer à des webinaires interactifs mensuels et trouver des outils, des ressources et du soutien pour renforcer votre relation avec votre chien. Toutes les informations sont en description de cet épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!